suis ravie de vous accueillir ce soir pour ce rendez-vous aux 50, dont le thème est la lutte du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme et comment remplir concrètement vos obligations et vous préparer au contrôle des instances. Je sais très bien que ça va être... c'est compliqué en fait de discuter de la LAB, qu'on est tous très curieux et parfois un petit peu perdus. Donc, on va essayer ce soir d'être très clair avec mes deux invités. Donc, on a la chance de recevoir Florence Audecoeur, qui est membre élu du comité LBCFT du Conseil national de l'ordre, et Aurélie Azria-Partouche, expert comptable et contrôleur LAB. Alors, je ne vais pas dire tout le temps LBCFT parce que c'est un peu compliqué. Si vous voulez, je vais dire LAB si vous m'autorisez. On va dire LAB comme tout le monde. D'accord, ok. Comme ça, on se comprendra. On a la joie d'accueillir aussi Thierry Dufan, notre commissaire du gouvernement. Donc, on n'a pas intérêt de dire de bêtises. Donc, Thierry Dufan, notre commissaire du gouvernement, qui est le représentant de notre tutelle, Bercy, qui a délégué ceci à l'administration fiscale. Bonsoir Thierry. On a un exposé en 3 parties et je vous propose à la fin de chaque partie de laisser un temps pour les questions. Vous pouvez poser les questions dans la salle. Je vous demande simplement, si vous voulez bien, dès que vous posez une question dans la salle, c'est de la poser dans le micro. De lever la main. Alors, une petite procédure. 1, on lève la main. 2, on vous donne le micro. Et 3, vous parlez dans le micro. Sinon, les nombreuses personnes à distance ne pourront pas entendre la question. Voilà pour les modalités pratiques. Et bien évidemment, à distance, vous pouvez aussi poser des questions sur l'application. Et je vois que vous êtes tous en train de vous dire bonjour et bonsoir. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Et on va commencer. Et Florence, alors donc au programme, je vais lancer le programme. Les obligations LAB, la mise en œuvre concrète au sein du cabinet. Donc voilà, tu vas nous expliquer concrètement dans notre cabinet les points d'attention, qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Moi, je vais prendre ma casquette dans une seconde partie, puisque vous savez que je suis également présidente du contrôle qualité, et je vais vous expliquer, si demain vous avez la grande chance de bénéficier d'un contrôle qualité, je vous expliquerai ce que les contrôleurs qualité, j'en vois qui rigolent, bon c'est pas grave, hein, je le prends bien, donc ce que les contrôleurs qualité iront regarder dans vos dossiers. Ensuite, ma voisine de droite, qui est contrôleur LAB, puisque souvent, nous, experts comptables, nous sommes perdus. Qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est le LAB et qu'est-ce que contrôle les contrôleurs qualité? Puisque vous le savez, depuis 2020, il existe un contrôle LAB spécifique et certains experts comptables ont bénéficié de ce contrôle LAB. Donc, moi, je vais vous parler du contrôle qualité et les diligences en matière de lutte anti-blanchiment dans le contrôle qualité classique. Et ma voisine vous parlera du contrôle LAB et comment vous le faites, comment ça se passe, est-ce que c'est aussi confraternel et aussi bienveillant et aussi sympathique que le contrôle qualité classique. Très bien. Voilà, on y va. Florent, je te donne la zapette si tu le souhaites. Je prends la zapette. Quand on a discuté avec Virginie de notre rendez-vous aux 50, j'ai réfléchi un petit peu. Je me suis dit, mais voyons, en fait, la LAB, c'est super simple. Il y a 4 éléments qu'il faut connaître, pas plus. Quand on a bien ces 4 éléments en tête, on a tout compris de la LAB. Donc, on ne va pas rentrer dans tous les micro-détails, des normes, des trucs, des textes, etc. Parce que là, c'est le diable est dans les détails. Mais si vous souvenez bien de ces 4 éléments, vous verrez, ça va dérouler tout seul. Je vous promets que c'est vrai. Le premier élément des grands principes à respecter, c'est d'analyser le risque de vos clients dans votre cabinet, le vôtre, hein, pas celui de la profession, le vôtre. Et vous allez réfléchir
Alors, vous le faites à partir de la balance de vos comptes clients, vous le faites à partir de votre CRM si c'est un peu plus sophistiqué, vous le faites à partir de la connaissance que vous avez, vous le faites à partir de la liste des liasses fiscales que vous émettez, comme vous voulez. Et vous réfléchissez en classant vos clients en vertu de 4 pots. Leur secteur, les caractéristiques du dossier, la localisation, c'est-à-dire où ils se trouvent et où se trouvent leurs clients et leurs fournisseurs, et les missions que vous faites. Et avec tout ça, vous allez mettre des risques, 1, 2, 3, 4. Et puis, à la fin, quand vous allez regarder si vous avez que des risques faibles, bah, c'est un risque faible. Si vous avez que des risques moyens, c'est un risque moyen. Et puis, si vous avez un seul risque dans tous ces éléments-là qui est un risque fort, c'est un risque fort. Je t'interromps 2 secondes. A priori, on a des soucis. Les personnes n'entendent pas. Je ne sais pas si vous entendez encore à distance. C'est bon? Et évidemment que vous aurez les slides, bien évidemment. Comme je t'ai interrompu, je vais en profiter pour passer une petite question. Donc, concrètement parlant, je ne sais pas, j'ai dans ma clientèle des artisans qui manient de l'espèce. Je me pose quel genre de questions? Le fait, on manie d'abord de moins en moins d'espèces quand même. Il faut être tout à fait honnête. Donc, c'est des risques qui ont tendance à diminuer, sauf dans certaines professions. Les risques chez les artisans, c'est plutôt le travail dissimulé, les factures bidonnées, les fausses sous-traitances. C'est ça qu'il faut se poser comme question chez un artisan. Si vous avez un artisan qui travaille avec des gens qui n'ont pas de papier et qui font forcément un PayPal et charges sociales, là, vous êtes à risque. Et ça, il y en a partout. Et je répondu à ta question. Oui, très bien. En fait, moi, j'imaginais j'étais charcutier traiteur, mais tu as pris le bâtiment, en fait, j'ai bien compris. Référence comme ça. Oui, tout à fait. Non, mais donc, s'assurer que, par exemple, les sous-traitants sont bien à jour, on les fameuses vigilances tous les 6 mois et demander à nos clients d'être sérieux à ce point-là. Mais avant ça, déjà, vérifier qu'ils existent, parce que le nombre d'entreprises de bâtiments qui font travailler des entreprises qui sont radiées, dont on découvre qu'elles n'existent plus, ça, on en voit tout le temps. Mais ça, c'est pas notre job, on n'a pas le temps, expert comptable, Non. d'aller sur Paper, c'est de regarder l'existence de tous les sous-traitants. En revanche, on demande à notre client l'attestation de vigilance. S'il a l'attestation de vigilance, c'est que le gars existe. Ça suffit. Voilà. Et après, si vraiment on sent que le truc est bizarroïde, bon, on va regarder sur un ou deux fournisseurs. Mais il n'y a jamais en matière de lab de recherche de la fraude. Jamais. Hein. Quand on voit quelque chose, si on le voit, on doit le traiter, mais on ne va pas la rechercher. Soyons. En revanche, dans notre obligation de conseil, on a à conseiller nos clients d'avoir ces fameuses attestations de vigilance en cas de contrôle d'URSSAF ou fiscal. Oui, c'est même pas pour la lab, hein, c'est vraiment parce que votre client il va être solidaire du paiement des cotisations sociales non payées, et ça peut le couler. Hein. Hein, donc, le premier, c'est vous faites le tour des clients de votre cabinet et vous réfléchissez sur ceux qui peuvent être à risque, pas à risque, moins à risque. Premier grand élément. Le deuxième grand élément, c'est ce qu'on appelle, alors je vais vous jargonner lab volontairement pour que vous l'ayez bien en tête, c'est identifier et vérifier l'identité de votre client, du bénéficiaire effectif. C'est quand on vous demande de récupérer une copie des pièces d'identité, une copie du cabis de la société, blablabla, blablabla, toute la liste de détails dans la norme, c'est ça. Identification et vérification de l'identité du client. Alors, vous verrez dans les normes qu'il y a un certain nombre d'exceptions et puis de cas particuliers sur lesquels il faut faire particulièrement attention. C'est-à-dire que si vous ne signez pas votre contrat avec la personne à qui vous parlez, il y a des vérifications spécifiques, ce qu'on appelle un client absent. Donc, on risque de se faire instrumentaliser, de ne pas travailler avec la bonne personne. Et c'est ça, c'est pour ça. Après, il y a des exceptions pour les sociétés cotées, les SCPI et des tas d'autres choses que nous ne verrons jamais en pratique. Donc, retenez le deuxième grand élément, le deuxième grand principe, identifier et vérifier l'identité du client, donc la personne qui va vous payer vos honoraires,
et du bénéficiaire effectif, donc qui est la personne qui bénéficie économiquement, pour faire simple, encore une fois, du produit que génère, enfin du profit que génère l'entreprise. Il n'y a pas de bénéficiaire effectif dans une association. Troisième grand principe, une fois qu'on a identifié nos clients, qu'on a analysé nos clients, on va dans nos dossiers analyser les opérations atypiques. Alors là encore, on jargonne lab à fond. C'est quoi quand on dit analyser les opérations atypiques? C'est ce que vous faites dans vos dossiers à longueur de journée. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça consiste à vérifier quand vous soit faites, soit si vous révisez le dossier parce que vous avez une équipe qui le traite, c'est vérifier ce qui vous semble inhabituel. C'est ce que vous faites hein, quand vous envoyez un dossier, quand un collaborateur vous présente un dossier, quand c'est vous qui le faites. Vous regardez ce qui vous paraît inhabituel. Inhabituel, c'est quoi? C'est quand il n'y a pas de justification économique pour une opération. On va voir quelques exemples après. Quand il y a des opérations qui sont complexes et dont on ne comprend pas très bien pourquoi elles ont eu lieu dans cette entreprise. C'est des opérations qui paraissent pas très légales. Alors, c'est joli, on dit opérations ne paraissant pas avoir d'objet licite. Et c'est ça que ça veut dire. C'est des choses qui ne sont pas très, très légales. Et puis, tout ce qui est inhabituel. Bon, là, c'est bon sens. Hein, c'est vous qui allez, sur la base de votre expérience, voir. Il n'y a pas de liste exhaustive hein, des opérations atypiques. Jamais. C'est impossible de faire. C'est votre bon sens, votre jugement professionnel, votre expérience. C'est petit. Hein. Parce que j'ai voulu vous en lister 12. Oui, je voulais des exemples concrets. Donc, j'ai dit, voilà, qu'est-ce qu'une opération atypique? Je pense qu'on va les lire ensemble parce que vous verrez que c'est des choses que vous pouvez rencontrer. Si tu veux, vas-y. comme ça, c'est peut-être plus facile. Alors, la première, c'est entrée de fonds excessif par rapport aux besoins économiques. Bon. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il y a de l'argent qui rentre dans la boîte alors que j'en ai pas besoin? Exactement. C'est bizarre. J'ai une trésorerie, j'ai un chiffre d'affaires de 100 000 euros, j'ai un BFR de 50 000, et là, j'ai un virement de 200 000. Alors, il peut avoir un virement de 200 000 et on sait que quelques temps après, on veut acheter, voilà, c'est pour un investissement, etc. Mais si c'est pour rien, pourquoi on a un virement de 200 000, 100 000, etc. Le deuxième, fausse facture, présumée ou facture avec des mentions obligatoires incohérentes ou manquantes. Alors pareil, hein, on ne va pas vérifier toutes les factures. Ce qu'on disait tout à l'heure, on ne va pas vérifier l'existence de chacun des sous-traitants et des fournisseurs. Il n'empêche que de temps en temps, on voit quand même des trucs bizarres. Et ça, si vous avez une équipe, si vous avez des collaborateurs, ce n'est pas vous qui allez le voir, c'est celui qui comptabilise l'opération au démarrage. Donc, c'est super important que vous sensibilisiez vos collaborateurs sur ces sujets-là. Et d'ailleurs, c'est les mêmes sur lesquels vous allez avoir de la TVA bizarre, bidonné, pour être clair. Et si vous ne voulez pas faire des fausses déclarations de TVA, que votre collaborateur soit un petit peu attentif à ce qui pourrait constituer des fausses factures, c'est vachement important. Et les fausses factures, hein, une fausse facture dans un bilan, c'est un faux bilan. Donc, il faut vraiment essayer de les repérer autant que faire se peut. Nous ne sommes pas policiers, ni gendarmes, ni juges, mais il y a des choses dont on peut se poser des questions. Marge de résultat incohérent avec les standards du secteur d'activité. Bon, bah ça, c'est le contrôle de cohérence qu'on fait tous dans nos dossiers. Prestations intellectuelles dont la matérialité est difficile à évaluer, comme des commissions d'intermédiaires, des factures de conseil. Bon. Il faut se poser un peu les questions. Alors, c'est compliqué parce que par nature, ces prestations-là, on n'y arrive pas toujours. Mais essayons de voir s'il y a quand même une petite logique pour que ce soit dans les comptes de l'entreprise. Au moins qu'il y ait un contrat, qui est demandé qui est intervenu, qu'est-ce qu'il a fait. Si on vous répond blablabla, il y a un problème, il y a un doute. Non, et puis un compte honoraire, par exemple, complètement atypique. Tous les ans, c'est 2 000 euros et là, curieusement, c'est 40 000 et on peut se poser la question, mais ça, on le fait dans nos contrôles de cohérence. Déjà, tout ça, on le fait. Naturellement. Hein. Alors après, client ou fournisseur à existence éphémère, bon, ça, je ne sais pas quoi. Enfin. Si. Alors ça, c'est clairement… D'accord, mais comment tu le détectes? Eh ben, quand la sous-traitance dans le bâtiment, ça change tous les 2 mois de fournisseurs. Et puis, les fournisseurs, c'est pas normal. Normalement, il doit y avoir une relation pérenne pour la plupart du temps.
Et si vous et puis si vous avez des clients qui plantent régulièrement, c'est pas normal. Oui, Et bien sûr. là, je vais pas dire 9 fois sur 10, mais on est quand même très souvent dans de la fraude à la TVA. Donc, en bref, là, depuis le début, tu nous as quand même beaucoup cité le bâtiment. C'est Euh, parce que le bâtiment, c'est 10% de l'activité française. Et tout le monde en a dans son cabinet, des boîtes de bâtiments. Donc, on est vigilant pour les fournisseurs, on est vigilant lorsqu'on a des clients qui nous payent pas et lorsque le client nous explique non, mais en fait, il ne paiera jamais celui-là. Pas normal. Ça peut arriver, hein, un mauvais client se faire piéger, mais ça ne doit pas être régulier. Alors après, on a les transactions avec les pays sur la liste BCFT et du GAFI et Alors, de l'UE, etc. Donc, là aussi, je ouais. jargonne volontairement. Bon, vous avez un certain nombre de pays qui sont non pas blacklistés, mais sur des listes grises où on vous dit attention, quand vous avez des transactions donc, chez vos clients, chez vos fournisseurs avec ces pays-là, c'est plus particulièrement à risque parce que c'est des pays qui ne maîtrisent pas bien la réglementation anti-blanchiment. Les deux, je pense qu'on rencontre le plus dans notre quotidien. Bon, il y a le Maroc. Hein, je pense qu'on a quand même pas mal de clients qui peuvent avoir des relations avec le Maroc. Le Maroc va sortir des listes le 17 juillet, donc ça sera un On peu la trouve daté. où cette liste? On la trouve où cette liste, Vous Florence? la trouvez, alors elle est sur le questionnaire Lab, mais déjà elle est plus à jour parce que ça change tous les 3 mois. Donc le mieux, c'est d'aller sur Reflex Lab et de suivre les liens. Sachant que franchement, c'est un peu pénible à lire parce qu'ils ne font pas des listes consolidées. Ils font des listes avec des additions et des soustractions. Donc voilà. Mais je vous avais Bon, fait une bah, on en liste profite pour exacte faire et une demande à notre exhaustive. commissaire du gouvernement préféré pour avoir Ah, c'est le des. trésor. Prêts par des non-dirigeants et des non-associés. Donc là, on en parlait, c'est à peu Pardon, près je finis sur. les fonds. Pardon, Ah, j'ai un pardon. autre petit pays que j'ai oublié sur les risques émergents. Tu veux nous parler de la Russie? Non, je veux parler de la Russie. Non, non, la Russie. Les avoirs Non, russes? c'est Dubaï. C'est Dubaï. Hein, parce qu'on voit quand même pas mal de jeunes entrepreneurs qui s'installent à Dubaï. Et Dubaï, maintenant, est sur les listes, grises. Hein. Les Émirats arabes unis, dont font partie Dubaï, pour être très technique. Donc Dubaï, méfiance. Bah, on sait qu'il y a quand même beaucoup de blagounettes fiscales avec Dubaï. Hein. Monsieur le commissaire du gouvernement ne démentira pas. Donc prêts par des non-dirigeants ou des non-associés. Bon, ça, je pense que c'est. Enfin, il n'y a Le, pas le forcément besoin mécène, moi, de. c'est ce que j'appelle les mécènes. Les gens qui vous donnent de l'argent et qui n'ont aucun intérêt économique. Compensation financière complexe, brouillant le suivi des flux. Bon, Ça, c'est quand il y a un client A qui paye pour le compte d'un client B qui en fait compense avec un fournisseur C. On essaie de vous mettre un espèce de brouillard pour que vous perdiez le fil. un héritage ou des gains au jeu. Ça, c'est. Classique, on demande d'où vient l'argent, on nous répond j'ai vendu une maison en Turquie. Un grand classique. T'as un problème avec la Turquie, moi, je te le dis. Non, non, mais Hein. c'est parce que si je te parle du Vanuatu ou des Seychelles, tu vas me dire on n'a aucune chance d'avoir des clients dans ces zones-là. J'adore la Turquie. Changement fréquent de prestataire ou de dirigeant. Enfin, on a plutôt changement fréquent de dirigeant en premier plutôt que prestataire. Encaissement via des cartes prépayées, cagnottes, etc. Et rachat d'une entreprise fragile. Donc, moi qui étais pendant longtemps présidente de la commission de répression de l'exercice illégal, il est quand même vrai que souvent, ces caractéristiques-là se retrouvent chez les illégaux parce que bien évidemment, ils n'ont pas toute cette réflexion et toute cette déontologie à respecter et ce recul. Et c'est évidemment des zones de blanchiment, bien évidemment. Alors, vous avez une cinquantaine d'exemples dans l'analyse des risques de la profession d'expert comptable dite ARPEC. Il y en a qui sont plus ou moins rares, que vous rencontrerez peu dans votre exercice professionnel. Et ceux-là, je pense que c'est probablement ceux qu'on a le plus de chances de rencontrer, mais ce n'est évidemment pas exhaustif. Ok, merci. Toc. Quand on a ces fameuses opérations atypiques dont on vient de parler, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors,
jargon lab, il faut la clarifier. La clarifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut expliquer le pourquoi et le comment de cette opération. C'est exactement ce que vous faites quand vous révisez votre dossier. C'est Monsieur Jourdain, hein, là, là-bas. Alors, on matérialise un peu la réponse. Ah ouais, ça serait pas mal, non? Pas matérialisé, pas fait. Ça, c'est le principe Voilà. général. Donc, un client qui a une somme de 50 000 € qui rentre, il nous explique que c'est un héritage, etc. On lui demande quoi alors? Ouais. Oui, en général, il a un acte de vente d'une maison. En général, il a une déclaration d'un. Alors, si c'est à l'étranger, c'est un peu plus compliqué. Si c'est en France, c'est assez facile. On peut lui demander la déclaration. Si c'est à l'étranger, c'est un peu plus compliqué. On essaye de voir, on essaye de comprendre si c'est possible. S'il a enterré 3 fois sa grand-mère dans l'année, c'est un cas vrai. Hein. Là, on peut se dire quand même que c'est bizarre. Il n'y a pas de. Voilà, c'est. Bon. Faisons au mieux de ce que l'on peut faire. Et puis, si on n'arrive pas à comprendre, il est possible que nous ayons un soupçon. Ce n'est pas une obligation, mais c'est possible. Et s'il y a un soupçon, qu'est-ce qui se passe? Le quatrième pilier, quatrième principe à respecter, bah, c'est la déclaration de soupçon sur lequel dont je pourrais vous parler pendant une journée entière. Donc, on va éviter aujourd'hui. Ce que je peux vous recommander quand même, c'est quand vous vous apprêtez à faire une déclaration de soupçon, si vous n'avez pas tout à fait l'habitude d'en faire, on a un numéro vert où vous pouvez appeler un des élus qui s'occupe de la lab nationale, qui va discuter en toute confidentialité avec vous du sujet. Il ne vous dira pas faut faire, faut pas faire, mais il discutera avec vous, il vous permettra de conforter ou pas votre décision. Donc, si vous travaillez surtout de, dans un cabinet où vous êtes un ou deux experts comptables, n'hésitez pas à les utiliser. Sinon, bah, la meilleure solution, c'est de franchir la porte, de parler avec son associé et puis de commencer à échanger. Et puis tout ce dispositif, alors il est encadré par 2 choses. Un manuel des procédures du cabinet, alors qui est une obligation. Hein, je vous fais pas l'affront de vous reparler de toutes les directives européennes, du code monétaire et financier, machin, etc., qui aboutissent à la nécessité d'écrire un manuel des procédures. Alors le manuel des procédures, il est forcément adapté à votre pratique. Il est adapté à la taille de votre cabinet. Il ne s'agit pas manuel de 80 pages qu'on est allé piocher sur un site ou qu'on a pompé chez le copain, ça sert à rien. Rien. Je préfère 5 pages où vous avez posé les principes de ce que vous allez faire. C'est beaucoup plus efficace. Il y a un modèle qui existe sur le site le lien après. Reflexab. Pas celui-là, pardon. Et il y a un deuxième modèle sur Cap Performance. L'un, l'autre, vous vous sentez plus à l'aise avec un modèle ou avec l'autre. Ça existe. Mais c'est pas du. Enfin, si vous faites presse-bouton, ça ne sert à rien. Vous avez coché la case, mais vous en tirerez aucun bénéfice. Et vous verrez que c'est vachement rapide à faire. Vachement rapide. Et après, si vous avez des collaborateurs, ça vous permet d'échanger avec eux parce que le deuxième grand pilier important, hein, on a nos 4 principes et on a nos 2 piliers, un manuel de procédure et la formation de l'expert comptable, bien sûr. La petite présentation qu'on fait là en fait largement partie, et surtout des collaborateurs parce que ce sont les premiers qui vont vous aider à détecter un souci. Moi, systématiquement, quand je parle avec un confrère ou une consoeur au numéro vert, je leur dis, mais comment vous avez vu? Qu'est-ce qui a attiré votre attention? Et très, très souvent, ils me disent, bah, en fait, c'est mon collaborateur qui m'a amené une facture ou qui a dit, je ne comprends pas ça. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment essentiel. Et ça, c'est votre sécurité. Hein. J'avais envie de rajouter 2 points. C'est que le numéro vert, là, il est top. Je l'ai utilisé avec un confrère qui me demandait, j'étais à côté. Et en fait, Florence, c'est toi qui avais répondu. Enfin, tu as répondu tout de suite. C'était pratique, c'était bien comme conseil. C'était il y a 5-8 ans. Donc, vous voyez, il y a des élus qui vous répondent très rapidement et de manière très factuelle aux questions. Et je voulais rebondir aussi sur la formation des collaborateurs. Moi, j'aime bien sensibiliser mes collaborateurs, surtout quand l'assistante ou le client dit bon, ça c'est comme ça, mais là vous n'en parlez pas à l'expert comptable, s'il vous plaît.
Et la phrase, oh, moi j'ai déjà eu chez un client, je vous remercie de ne pas le dire à l'expert comptable, ça c'est évidemment là qu'il faut qu'il nous le dise. Et là, moi, j'avais, en fait, j'ai eu un détournement de fonds chez un de mes clients d'un montant important. Et parce que la collab, au bout d'une ou 2 semaines, c'était trop lourd pour elle de ne pas me le dire. Donc voilà, il y a des petites phrases qu'on peut dire, c'est des phrases clés aux collaborateurs. À partir du moment où un client dit n'en parlez pas à l'expert comptable, c'est qu'il y a un loup. On parle du questionnaire? Oui, on y va, c'est le truc d'après. Ah, mais en fait, non, on n'a pas réussi les modifs. Ah, bah, c'est pas grave. Alors, on va en parler maintenant sans le slide. Nous avons jusqu'au 31 août ou avant le 1er septembre pour remplir le nouveau questionnaire Lab. C'est une fois tous les 3 ans. Voilà. Donc, la dernière fois, c'était fin 2020. Il était bien enquiquinant à remplir, fin 2020, je te le dis, Florence. Et là, maintenant, c'est jusqu'au 31 août, avant le 1er septembre. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Il semblerait, donc on a pas mal d'experts comptables dans la salle, on m'a dit que ceux qui l'avaient rempli, moi je ne l'ai pas encore fait à titre perso, ceux qui l'avaient rempli, c'était beaucoup plus facile que la fois d'avant et que ce n'était pas très compliqué. Oui, oui, moi je confirme. Voilà. Okay. Beaucoup l'ont rempli dans la salle? Oui, il y en a quelques-uns. Ah, c'est super. Ouais, est-ce que vous avez rencontré des difficultés pour le remplir? Il faut parler dans le micro là, parce que sinon. Est-ce qu'il y avait des difficultés pour le remplir? Non. Excusez-moi, je n'arrive pas à accéder au formulaire en fait. Ah. Alors. Donc. Normalement, voilà. Le questionnaire vous a été envoyé de 2 sources. Une qui vient du Conseil national. Donc, il y avait une lettre à la profession avec un lien sur lequel ça ne marche pas. OK. Ça vous a été envoyé d'une deuxième source qui s'appelle le Sphinx. Sphinx, c'est le logiciel sur lequel on a développé le questionnaire. Donc, je comprends, ça ne marche pas non plus. Vous avez dû recevoir des relances, vous ne les avez pas reçues. Mais il y a quand même une solution. C'est vous allez sur le site du Conseil national, en haut à droite, vous vous connectez, vous rentrez votre compte expert et après, à gauche, vous avez quelque chose qui s'appelle MyLab, MYLAB. Cliquez dessus et vous avez le questionnaire d'exposition au risque. Et là, si ça ne marche pas, bah vous mettez un petit mot... vous nous mettez un petit mot à Contrôle Lab. Parce que là, je peux plus rien pour vous. Mais normalement, vérifiez dans vos spams quand même, parce que de temps en temps, on a des questionnaires qui sont partis dans les spams. Donc, ça fait 3 procédures d'accès différentes. On n'a pas encore rencontré de confrères ou de consoeurs sur lesquels, sur aucune des 3, ça n'a marché. Mais vous êtes peut-être notre premier exemple. Non, essayez, puis vraiment, si ça ne marche pas, mettez-nous un petit mot. Donc, tu nous expliques en ligne de ce questionnaire? Oui, d'abord, à quoi sert-il? Il sert à déterminer ce qu'on appelle votre niveau d'exposition au risque. C'est quoi? Dans la réglementation internationale, et là vraiment on est au niveau mondial, les experts comptables sont assujettis à la lutte anti-blanchiment. Donc, ce n'est pas une spécificité française, c'est mondial. Enfin, dans quasiment tous les pays du monde. Peut-être pas au Vanuatu, mais bon. Et on nous dit, mais une autorité de contrôle, en France, c'est l'ordre des experts comptables pour les experts comptables, ils doivent contrôler la bonne application par leurs assujettis. C'est joli. Vous ne saviez pas que les experts comptables étaient des assujettis. Alors, ce n'est pas des clients, mais c'est des assujettis en matière de lab. Que les assujettis doivent être contrôlés par l'autorité de contrôle, donc l'ordre en France. Sauf que, comment peut-on contrôler? On a entre 21 et 22 000 confrères. On ne va pas diligenter 21 et 22 000 confrères. 22 000 contrôles tous les ans. Je crois que je prends le goudron et les plumes. Et donc, on nous dit, dans la méthodologie, encore une fois, c'est une méthodologie intéressante, on nous dit, ben, vous allez déterminer
les populations qui sont le plus susceptibles d'être exposées au risque. Être exposé au risque, ça ne veut pas dire qu'on a des risques. Ça veut dire qu'on travaille sur des typologies de clients dont on a estimé qu'ils étaient peut-être plus à risque que la moyenne des clients français. Hein, donc, ce n'est pas parce que vous remplissez, que vous avez des dossiers dans une des questions qu'on vous demande de répondre, que vous êtes à risque et que vous allez avoir un contrôle. C'est un ensemble de données. Après, qu'est-ce qui se passe? Chacun remplit son questionnaire. On va vous demander d'identifier le nombre de dossiers que vous avez pour les principaux risques. Alors, je crois il doit y en avoir une cinquantaine qu'on a identifiés, que ce soit pour les 4 sujets qu'on a vus, c'est-à-dire en matière de caractéristiques du client, en matière d'activité du client, en matière de localisation, c'est là qu'on va retrouver les Russes, et en matière de nature de mission. Vous allez nous dire, j'ai tant de dossiers. Les charcutiers traiteurs, je suis désolée, on n'a pas. Il n'y a pas à risque. Mais on a le bâtiment. Oui, voilà, vous devez avoir le bâtiment, bien évidemment. Vous verrez, vous verrez aussi qu'on a mis des seuils en disant, bon, c'est les clients qui ont un chiffre d'affaires déjà quand même relativement important, parce qu'on est plutôt au-dessus de 500 000 euros de chiffre d'affaires, sauf certains clients sur lesquels il n'y a pas de seuil, parce qu'on estime qu'ils sont à risque toujours. Un des typologies d'activités où on a le plus de déclarations de soupçons dans la profession, ce sont les PMU. Les bars, tabac, PMU. Il y a beaucoup Florence, de... si dans mon cabinet, j'ai que des PMU et du bâtiment, j'ai un contrôle là-bas. Il y a des chances. Il y a des chances. Il y a des chances. Donc, vous allez remplir ça. On va recevoir peut-être pas 21 000, mais 20 000 confrères vont nous répondre. Enfin, vraiment le maximum, ça nous aide. Enfin, ça aide la profession. C'est pas moi que ça aide, c'est bon pour la profession. Tout ça passe dans un brassage d'un data analyst qui nous fait un magnifique scoring, je jargonne, c'est bon. Et ils nous sortent une liste de 1000 confrères qui sont les plus exposés au risque. 1000 sur la France entière pour 3 ans. Ça veut dire que les autres, vous oubliez le contrôle lab. Par contre, si vous ne répondez pas au questionnaire, forcément, vous êtes exposé au risque plus que les autres. Donc, réfléchissez avant de ne pas le remplir. Non, mais il faut le remplir. Oui, il faut le remplir. J'ai des petites questions, Florence. Je me fais le porte-parole des questions. Le contrôle lab doit-il se limiter au maniement des espèces? Le contrôle lab, en fait, j'imagine que ce confrère qui nous pose la question, c'est lorsqu'il est face à sa clientèle, est-ce que c'est le contrôle de la lab, Exactement. pas le contrôle sur la lab. Oui. Non. On l'a dit, c'est l'activité, le secteur d'activité. Enfin, il y a d'autres. Je vais prendre un exemple caricatural parce qu'aujourd'hui, on n'a plus ce sujet. Si vous travaillez pour un client russe ou un client iranien, vous avez un problème. C'est interdit. Voilà. Donc là, on est à risque maximum. Et là, ce n'est pas une question d'espèce. Alors justement, c'est ma question d'après pour les histoires de risque. Parce que il est vrai qu'on nous parle de risque fort ou faible. Et il n'y a pas moyen alors. Il va même y avoir 4 niveaux maintenant. Vous allez voir, ça va sortir dans les prochains mois. Un risque faible, vous avez le risque standard et vous avez le risque élevé. Puis vous aurez le risque très élevé. Ça, on en reparlera. Entre un risque standard et... c'est les mêmes conséquences pour vous. Parce que de toute façon, on ne peut pas faire moins de diligence que ce que nous demandent nos normes professionnelles. Risque standard égale diligence professionnelle. Risque faible, on ne peut pas être en dessous des diligences professionnelles. Donc, c'est aussi risque standard. Risque élevé, par contre, là, on va vous demander de réfléchir à quelques contrôles complémentaires que vous allez partager, bien entendu, avec vos équipes si vous ne travaillez pas tout seul, à mettre en œuvre sur ce dossier en particulier. Mais vous le faites déjà. Vous ne le faites pas forcément en pensant à la lab, mais les clients qui ont des activités un petit peu tordues, vous faites déjà des contrôles complémentaires. Il suffit juste de réfléchir un tout petit peu en disant est-ce que ça ne rentre pas dans le dispositif là. Vous allez vous apercevoir que ça rentre, je pense, dans 80% des cas. Donc la lab, ce n'est pas que les espèces, mais quand vous avez beaucoup d'espèces pas contrôlées,
parce que vous avez aussi enfin, notamment, je pense à des restaurants en franchise. Je ne sais pas si vous en avez. C'est super cadré. Le pourcentage d'espèces que vous devez recevoir, si vous variez de 0,5 points, vous avez le contrôle de gestion de la franchise qui vous tombe dessus. Donc là, le risque est extrêmement faible. Par contre, la petite guinguette, ouais, il y a peut-être un peu plus de risques. C'est bon sens, jugement professionnel, nature de votre clientèle, évaluation de vos risques. Donc là, on est dans le questionnaire, on nous pose ces questions-là. Si Oui. j'ai bien compris, entre la version 2020 et la version 2023, on ne met plus le chiffre d'affaires par client. Non, Donc là, c'est beaucoup plus facile. ça devrait être plus rapide. On a rajouté 2 blocs de questions. Un sur un petit peu tout ce qui est cryptoactif, parce que c'est quand même des sujets qui sont émergents et c'est des sujets à risque. Hein. Et le deuxième qu'on a rajouté, c'est à cause des paquets de sanctions contre la Russie, la Biélorussie, l'Ukraine. Donc, si vous avez un client dans cet environnement-là, de toute façon, ça doit clignoter de tous les côtés aujourd'hui. Et vous ne vous faites pas prendre dans un contournement d'embargo, hein, parce que ça, c'est quand même assez lourdement puni et puis c'est désagréable. Une consoeur me signale qu'elle a appelé le 0800, que je ne connais pas par cœur, là, Moi elle n'a non pas eu plus. de réponse. On va le remettre. Elle n'a pas eu de réponse. Est-ce qu'on peut joindre le service par mail? Voilà, le 0800 080 341. Non, il n'y a pas de mail en C'est fait. super. Enfin, ça, c'est vraiment à louper normalement parce qu'on D'accord. en a tous les jours. Donc, il faut Il réessayer faut ce réessayer, il faut numéro. Il n'y rappeler a en pas disant qu'est-ce d'histoire qui se de passe. mail. Normalement, on demande un délai parce que de temps en temps, on a des appels, il faut qu'on rappelle l'après-midi. Enfin, je veux dire, c'est vraiment d'heure à heure quand il y a des auditions par la police ou des choses comme C'est un ça. malheureux loupé. Donc, ah oui, ça, c'est un loupé. C'est vraiment un loupé. Que faire dans le cas d'un client très riche qui injecte très régulièrement de l'argent dans sa société? J'ai envie de dire, premièrement, est-ce que sa société en a besoin ou pas? Il y a peut-être un petit problème de rentabilité. Et soit il y a un problème de rentabilité et c'est anormal, parce qu'un problème de rentabilité régulier, structurel, est anormal. Soit il y a un autre problème de blanchiment et c'est anormal. Enfin, oui, mais d'où sort-il sa richesse? D'où tire-t-il sa richesse? moi, j'ai eu le cas d'un client qui avait 95 ans et qui gardait son entreprise. L'entreprise faisait, à l'époque, je crois qu'on était en francs, hein, mais 50 000 francs de pertes par an. Mais en fait, il n'y avait pas d'enfant, c'était sa raison d'être. Et tous les ans, il injectait le montant, évidemment, parce qu'on sait tous, nos experts comptables, que quand même, qui dit perte dit à un moment donné quand même décalage de trésor. Il injectait de la trésor pour continuer à avoir une raison d'être, entre guillemets. Bon, mais Bon, c'est vraiment un cas c'est une danseuse. très atypique. C'est un cas Alors, évidemment très atypique et des dirigeants qui ont 95 ans. Et bon, on a eu des bref. cas aussi de clients qui avaient des sommes colossales, mais c'était plus de 100 000 euros sous le matelas, hein, mais vraiment sous le matelas. Et quand on pose la question en disant mais pourquoi, que fait cet argent, où est-il, etc. J'ai pas confiance en la banque. Alors, j'ai connu. vous ne trouvez pas que le contrôle lab va conduire les experts comptables à faire le travail de la police judiciaire? On n'est vraiment pas sur le même, niveau. Parce que d'abord, on n'a absolument aucun moyen d'investigation. Et c'est une mission citoyenne. L'expert comptable est un citoyen qui doit, quand il voit quelque chose, encore une fois, on n'a pas de recherche à faire, contrairement à la police. On voit quelque chose, on le signale. On le signale avec intelligence et jugement professionnel. Vous n'allez pas me déclarer les notes de frais bidouillées pour 22 €. Hein. Ça, c'est pas hors de question. Donc, l'avis général, hein, sur le chat, c'est que le questionnaire là, quand il a été rempli, c'était facile et c'était une expérience qui n'était pas très compliquée. On me parle de la mise à jour de l'ARPEC et des cryptoactifs. Oui, tu l'as dit. C'était un problème ISF-IFI. Alors je ne sais plus du tout de quoi on parle. Bon, je crois que j'ai terminé les questions jusqu'à maintenant. Je ne sais pas si dans la salle, vous avez des questions à poser à Florence sur ses principes généraux en matière de lutte anti-blanchiment. 4 éléments à retenir.
Analyse de vos risques. Identification et vérification de l'identité client bénéficiaire effectif. Clarification avec tous les guillemets des opérations atypiques et déclaration de soupçon, le cas échéant. Hein, il y a 650 déclarations de soupçon pour 21 000 experts comptables. Donc, on n'en a pas tous les jours non plus. Donc, là, tu nous as parlé de ce questionnaire qui a été rempli en novembre 2020 et qui a fait l'objet, en fait, d'une campagne de contrôle lab. Tout à fait. Ce questionnaire a été mis en place parce qu'à un moment donné, on a voulu clarifier en fait le rôle du contrôleur qualité classique. Et c'est vrai qu'avant ce contrôle-là, les contrôleurs qualité étaient un peu perdus pour savoir ce qu'ils devaient contrôler de manière précise ou faire un contrôle classique. Donc là, depuis 2020, c'est très compartimenté. Et je vais vous dire, avec ma casquette de présidente du contrôle qualité à Paris-Île-de-France, si vous avez la grande chance de bénéficier d'un contrôle qualité, ce que votre contrôleur va regarder. Il va vous demander bien évidemment votre manuel procédure et la partie lab dans ce manuel procédure. 2, il vous demandera les attestations des collaborateurs et vous de l'expert comptable. Est-ce que vous avez été formé à ces risques lab? Vous nous donnerez vos attestations de formation, votre inscription au rendez-vous aux 50, etc. Oui, vous avez été tout est bon en matière de formation lab. Exactement. Voilà ce que le contrôleur qualité classique va vous demander. Il vous demandera aussi si vous avez rempli le fameux questionnaire d'exposition au risque, celui que vous devez remplir là pour le 31 août et celui que vous avez rempli il y a 3 ans. On vous demandera même plus l'ancien maintenant. À partir de 2024, on prend que le dernier. Oui, mais là, il y a des contrôles qualité en cours. Tout à fait. On demandera le dernier. En réalité, vous n'avez pas du tout l'obligation de le donner, mais un de nos confrères a l'air de se dire qu'il ne savait pas où est-ce était passé son questionnaire, mais il faut peut-être préciser que vous pouvez le retrouver en fait sur votre compte expert. Oui. Vous avez accès au questionnaire auquel vous aviez. Dans MyLab, en fait, faut. Vous avez le questionnaire de la campagne 2020-2023. Si jamais vous l'avez perdu. On vous demandera si vous l'avez rempli. Et ensuite, on vous demandera les mesures que vous avez mises en place en termes d'identification des risques. On parle, de l'acceptation du client de la mission. Je pense qu'on est tous des professionnels avertis et lorsqu'on a un client devant nous qui nous explique que, je ne sais pas, mais en fait, je ne sais même pas quel genre d'exemple vous donner parce que j'ai l'impression qu'on ne les a pas, ces clients-là. Donc, mais peut-être que vous avez des anecdotes à nous raconter dans la salle de clients, vous avez compris que ça ne le faisait pas et vous ne l'avez pas pris, en fait. Parce que c'est des... Enfin, je pourrais en raconter, voilà, que mes confrères m'ont raconté ou que moi j'ai vu personnellement. Super. Voilà. Alors, parce que moi, je ne sais même pas quelle anecdote raconter dans mon cabinet. Ce qui est révélateur quand même dans cette intervention, c'est de dire, c'est l'argument que je rencontre chez beaucoup de confrères. On en parlera tout à l'heure, mais c'est des fois, on arrive, nous, contrôleurs, parce que je ne pense pas être la seule, avec mais moi, mes clients, mais je les connais depuis 25 ans, mais ce n'est pas possible, ou je ne prends que pas de dossier à risque. Et puis, quand je discute avec eux, il s'avère que le client qui connaît depuis 25 ans, finalement, on a fait une déclaration de soupçon. Ah, ok, ouais. Super. Ah, je pensais que j'avais aucun problème, mais j'ai peut-être des problèmes. Merci Aurélie. Okay. Bon, acceptation du client de la mission, donc poser évidemment toutes les questions. S'il y a un détail qui est peut-être interpellant, un client qu'en est à son 4e expert comptable en 4 ans. C'est ce qu'on disait dans les opérations atypiques. C'est flagrant. Oui, on est d'accord. Le commissaire aux comptes qui démissionne en plein mandat. Alors, si on a que des petits dossiers, il n'y a plus de commissaire aux comptes. Mais un client qui change tout le temps d'expert comptable, il y a vraiment des questions à se poser.
hein, on Ah, est il d'accord. y a un loup. Il y a un loup, on est Ouais, il y a un d'accord, loup hein. d'une Bah, façon après, on a un générale. problème, c'est que l'expert comptable n'étant pas obligatoire en soi, Bien sûr. Non, mais pourquoi il cherche un expert comptable déjà? S'il y a enfin, qui change plusieurs fois d'expert comptable et donc c'est qu'il cherche un bilan aussi, il cherche à voilà, il y a oui, il vraiment y a une voilà. question à se poser donc voilà, donc une vigilance particulière quand on accepte le client avec un secteur d'activité qu'on connaît pas, enfin toutes les questions classiques qu'on doit Mais c'est pas se poser. spécifique là, hein. Pas du tout, C'est pas du vraiment tout. sécuriser son cabinet, hein. Donc on vous demandera dans le contrôle qualité classique votre questionnaire d'acceptation et le fameux questionnaire LAB aussi avec la prise en compte du risque. On vous demandera si vous avez vérifié l'identité de vos clients et si vous avez des clients qui se retrouvent sur la liste du GAFI avec ces pays exotiques. Voilà ce qu'on vous demandera sans faire de contrôle particulier. On pourra, lors de la discussion, voir aussi avec vous des opérations atypiques qui sont réalisées par le client. Mais tout ça, c'est vraiment light et c'est plutôt l'objet du contrôle lab, hein. En revanche, si vous avez un doute sur une opération et que vous êtes face à un contrôleur qualité, eh ben, échangez. Échanger comme ça vous permettra de peut-être progresser dans vos pratiques et de vous protéger. Et bien évidemment, on se pose la question de la poursuite de la mission. Moi, j'ai envie de dire qu'à partir du moment où on se pose la question de la poursuite de la mission, c'est que c'est déjà terminé la mission. On n'a pas, en théorie, à se poser la question de la poursuite. C'est une relation de confiance avec le client. Si on se pose la question, c'est que la confiance commence un peu à être émoussée. C'est facile à dire, parfois c'est un peu plus compliqué à faire. Et donc, dans ces cas-là, si on a un vrai doute, eh bien, on documente le fait, bien évidemment, de rester sur le dossier. Voilà ce que je voulais vous dire en contrôle qualité classique. Vous aurez évidemment tous les slides, vous pourrez les reprendre. Il y a je ne sais pas si vous bénéficiez d'un contrôle qualité cette année, il y aura comme tous les ans une petite formation aux universités d'été, la Porte-Maillot, de l'Ordre des experts comptables, qui se déroule le 5, 6, 7. Et il y a un atelier sur comment bien préparer son contrôle qualité. Donc, pour tous ceux qui seraient peut-être un petit peu en stress. Et là, donc, je vais passer la parole à... Ah, j'ai une petite question. Ah oui. Bon, c'est une petite remarque. C'est comme quand on a un doute sur un salarié en période d'essai, évidemment. En fait, quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. C'est ce qu'on m'a dit. Je crois que je n'ai pas de questions sur ma partie du contrôle qualité. Je ne sais pas si dans la salle, vous avez des questions. Je pense qu'on peut passer alors au troisième volet de ce rendez-vous au 50, qui est ce contrôle spécifique. Et ah, une petite question. Oui, si vous voulez bien parler dans le micro pour qu'on vous entende J'ai une au question à loin. vous poser concernant justement se poser la question de la continuité avec le client. Oui. Lorsqu'on a un contrôle qualité, est-ce qu'on doit justement donner une information comme quoi tous nos clients, on s'est posé la question malgré tout, même si ça a été très vite, et à certains, où on a à justifier et à, je dirais, donner de l'information que sur ceux auxquels on pose la question. Parce que ce n'est pas très clair dans la déontologie. Ils disent que chaque année, on doit se poser la question. Sur chaque client, ils disent bien de la continuité. Et là, vous venez de dire, en fait, pas tout à fait la même chose. Je suis d'accord avec vous. En fait, on a un petit débat en interne à la commission du contrôle qualité. Vous êtes obligé de vous poser la question, mais si on regarde vous n'êtes pas forcément obligé de le matérialiser. Comme je n'ai pas envie de complexifier la pratique de tous les experts comptables, je vous demande de matérialiser votre réflexion, donc faire une petite note, lorsque vous avez un doute sur le maintien de la mission.
Donc, pourquoi vous restez alors qu'il y a peut-être un souci? Voilà. Donc, et j'ai demandé au contrôleur qualité de le faire comme ça. Il y a 120 contrôleurs qualité. Donc, un petit point sur le contrôle qualité. Donc, il y a peut-être 1000 contrôleurs tous les 3 ans pour le contrôle lab. Et donc, à Paris, on fait à peu près 600 contrôles qualité par an, vraiment dans la bienveillance et la confraternité. La matinée du contrôle qualité, vous échangez avec le contrôleur qualité sur les questionnaires qui ont été remplis, structurels, il y a quelques tests sur 1 ou 2 dossiers. Et l'après-midi, c'est un échange sur la performance du cabinet. Si jamais on avait envie de faire un contrôle fraternel, nous avons un outil dans notre ordonnance de 1980 qui est l'article 31 et le contrôle ponctuel. Et là, on ne bénéficie pas d'un contrôle ponctuel. Là, on subit un contrôle ponctuel. Donc, la répression est dans le contrôle ponctuel. Et là, ce n'est pas de la confraternité. C'est là, on a un doute sur vos pratiques professionnelles et on vient contrôler. Le contrôle qualité, c'est la bienveillance, c'est l'entraide. On a formé les contrôleurs qualité pour détecter des risques. On peut même mettre en place du mentorat pour aider l'expert comptable qu'on aurait pu détecter en perdition, mais en souffrance. Évidemment qu'il y a des professionnels qui ne vont pas bien à un moment donné. J'ai formé les contrôleurs qualité pour détecter cette souffrance-là. On a un programme de mentorat. On a formé des mentors pour que ces contrôleurs qualité, qui aujourd'hui, parce qu'ils ne vont, ces contrôlés, pardon, qui aujourd'hui ne respectent pas vraiment les normes, parce qu'ils ne vont pas bien, eh bien, ceux-là, on les aide. Et il y a des contrôlés qui ne respectent pas les normes parce qu'ils ne rentrent pas dans la case. Ou à un moment donné, ils ont eu un instant de perdition et ils méritent des sanctions. Dans ces cas-là, ces contrôlés-là vont partir en contrôle ponctuel. Le contrôle ponctuel, c'est l'antichambre de la discipline. Donc, je vous ai vu tous sourire quand je vous ai dit bénéficier d'un contrôle qualité, mais j'ai conservé la présidence du contrôle qualité pour bien faire cette distinction-là. J'espère que je vais y arriver. C'est compliqué de faire changer 120 contrôleurs qualité. Ça fait depuis 5-6 ans qu'on a fait cette démarche. Il y a quelques contrôleurs qualité qui sont là dans la salle. On l'a fait cette démarche. Sollicitez-moi s'il y a un souci, mais vraiment, c'est ça le contrôle qualité. Est-ce que vous avez d'autres questions dans la salle? Ah, un petit micro. Bonsoir. Moi, j'ai bénéficié d'un contrôle qualité, d'un contrôle lab, d'un contrôle de la compagnie. Je crois c'est tout. Tout s'est bien passé, merci. Et sur TripAdvisor, vous avez mis quelle note? Alors, moi, je suis dans le bâtiment et la restauration avec un peu de casino. Donc, voilà. Ah, le casino, alors là, oui. C'était normal. Mais non, par contre, la seule chose qu'on m'a reproché, c'est la formation de mes collaborateurs. Ils n'en avaient pas fait assez, pas assez souvent, etc. Et je suis à la recherche, je ne sais pas si ça s'organise, d'une formation groupée pour le cabinet. Et là, j'avoue que je n'ai pas trouvé. J'ai cherché partout. Est-ce qu'on peut avoir un intervenant qui vienne ou si l'ordre organisait ça? Vous savez que l'Ordre de Paris a la gouvernance d'une école qui s'appelle Supexpertise. Oui. Il suffit de demander à Supexpertise des formations en intra. Ils viennent dans votre cabinet vous former sur la lab si vous le souhaitez. Très bien, sinon, merci. Il y a des webinaires, je ne sais pas si vous êtes nombreux ou pas. Après, sur le site du Conseil national, il y a des petits webinaires, il y a des tutos et on va en rajouter si j'ai bien compris. Mais il n'y a pas d'attestation de formation. C'est ça qu'on si, il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle Reflex Lab, qui sont 6 petits modules vidéo
que vous pouvez partager avec vos collaborateurs qui, pour moi, sont super pour animer des réunions autour de ces sujets-là. Il y a si vous vous inscrivez, on vous délivre un certificat. Alors, c'est pas une hein, donc ça vous donne pas les heures qu'il faut pour les CAC, mais ça vous avez une trace de ce que vous avez suivi. C'est celui le collaborateur, il peut c'est tout à fait. Donner une délégation pour vos collaborateurs pour qu'ils suivent la formation. Tout le Non, monde. Testé et Là, approuvé c'est- par, c'est- chez nous. Il faut avoir donné aux collaborateurs un compte expert. Bon, je me renseignerai plus avant. Et- mais d'accord. Parce que j'ai pas eu d'attestation, moi, quand ils l'ont fait. Et il y a une deuxième chose qui est alors ce qu'on appelle le EXP, c'est 213, je ne sais jamais dans quel sens c'est. Enfin, bref, c'est une formation e-learning qui est délivrée via votre IREF, donc Subexpertise en région parisienne, qui est en 3 bonnes heures quand même, qui est vachement bien et qui présente le dispositif, je pense que c'est assez pratique, aux collaborateurs. Mais franchement, l'expert comptable qui le suit, moi, à chaque fois, je me fais toujours piéger dans un des exemples parce que je n'ai pas pensé à tout. Donc, je trouve qu'il est très pertinent. Gratuit, ce qui ne gâche rien. D'accord, donc ça sur Expert Sup, c'est ça? Subexpertise. Subexpertise. Je pense que vous avez peut-être connu l'ASFOREF. Oui. Voilà. Ah ben. L'ASFOREF a fusionné avec une école qui s'appelle l'ACE. Oui. L'ACE, c'est un centre d'apprentissage. L'ASFOREF, c'était un centre de formation professionnelle continue. Et les deux sont mariés et sont renommés. Ils s'appellent Subexpertise. D'accord. Merci. Voilà. Alors, on y va, madame la grande contrôleuse lab. Alors, avant, je vais vous recadrer 2-3 éléments sur le contrôle lab, alors qui est un petit peu moins confraternel et qu'on subit un peu plus que le contrôle qualité. Voilà. Et donc, les conclusions de ce contrôle, c'est des choses que vous connaissez facilement, c'est-à-dire on a les contrôles sans observation, avec observation, un recontrôle à 1 an, donc tout ce que vous connaissez dans le contrôle qualité, mais aussi si ça ne se passe pas bien, on porte plainte devant la Chambre régionale de discipline. Aujourd'hui, les principaux cas de plainte qu'on a, c'est pour opposition à contrôle. C'est des gens qui ne nous répondent pas, qui ne nous envoient pas les questionnaires, qui refusent de nous recevoir. Et là, on n'a pas d'autre choix que de les envoyer en discipline. C'est quand même ballot, je trouve. Et puis, certains contrôles, quand on fait des petits contrôles spot, qu'on vous demande des éléments et puis que ces éléments ne sont pas satisfaisants, du coup, on vient vous voir. Aujourd'hui, il faut savoir que les contrôles sans observation, à Paris, grosso modo, c'est un peu plus de 50% je crois que c'est 56% qui se concluent sans observation, donc des choses où globalement, ça veut pas dire qu'on ne fait pas quelques recommandations, mais ça veut dire que globalement, le dispositif est bien maîtrisé et votre cabinet est bien sur les rails. Il y en a un gros tiers, je crois que c'est 34-36%, qui se conclut avec des observations où là, il y a des choses qui ne vont pas bien. On Donc, vous observation, dit ce qui va pas. manquement grave et répété pour notre jargon de Voilà. la qualité. Qui vont pas bien et on vous dit bon là il va falloir améliorer. Puis alors quand c'est soit quand il y a rien ou pas grand chose, ou soit quand vraiment c'est très mal appliqué, c'est le recontrôle à 1 an. Donc même chose que le contrôle de qualité, sauf que le recontrôle à 1 an, si l'année d'après ça se passe pas bien, on n'a pas d'autre choix que d'envoyer en discipline. Donc ça c'est super désagréable. Sur les contrôles lab, sur la période là la dernière statistique que j'ai, c'est en 2022. Il y en a 26% qui ont eu lieu sur des confrères et des consoeurs franciliens. Sachant qu'on est à peu près 30% de la profession, donc grosso modo, on est à peu près dans la moyenne de ce qu'on pourrait attendre. Donc, on n'est pas sur ou sous-contrôlé en Île-de-France. Donc, première campagne de contrôle 2021, c'était assez atypique. 21, 22, 23. 23, première campagne, 1000 contrôles. 1018, je pense. Voilà. Avec une précision d'expert comptable. Deuxième campagne qui commence en 2024, 25-26. Grâce au questionnaire que vous allez remplir le 31 jusqu'au 31 août. Donc, ça donnera déjà une idée de savoir si vous êtes susceptible d'être contrôlé ou pas.
Je rebondis sur toute la présentation que Florence a faite et je ne répéterai pas, et qui a été extrêmement complète. Moi, je pense que ce qui permettrait en fait de, comment dire, de rassurer les confrères, c'est de savoir ce qui se passe chez nous d'abord en backstage. Comme ça, vous comprendrez qu'en fait, d'abord, on est confrères. Donc, effectivement, c'est peut-être un peu moins confraternel que le contrôle qualité. Mais vraiment, personnellement, j'aurais jamais accepté d'être contrôleur lab si un jour, j'avais pas un monsieur qui m'avait clairement dit en 2019, on va recruter des contrôleurs, mais nous, on veut pas des cow-boys. Voilà, c'était son expression. Je ne crois pas me tromper, Florence, tu étais là. Et c'est juste pour cette expression-là que j'ai accepté, enfin que j'ai souhaité en tout cas postuler à ce job, à ce contrôleur, enfin à ce poste. Et c'était aussi pour malgré tout accompagner mes confrères dans une difficulté qui était justement la maîtrise de cette norme lab qui allait à ce moment-là être modifiée et qui est vraiment, enfin à l'époque, a été vraiment crainte et pas du tout connue, enfin je pense pour une grande majorité d'entre nous. Et parce que j'avais une spécialité dans cette matière, j'avais très envie d'accompagner. C'était important pour moi de vous dire ça parce que nous sommes une vingtaine, il me semble, et nous avons tous été sélectionnés et recrutés pour vous accompagner malgré tout. OK, on a un modèle, on a un process à respecter, heureusement, parce qu'on est quand même une profession réglementée, donc on est habitué à ça. Mais on est aussi là pour vous accompagner et de manière très pédagogique, en tout cas, on essaye. Donc, je vais quand même vous raconter 2-3 petites choses que l'on voit, que l'on vit, nous. Quand vous recevez votre notification, parce que vous recevez un mail de notification, on est averti en même temps que vous. Donc, nous aussi, on peut se récuser de ce contrôle. Donc, il n'est pas question qu'on puisse venir nous reprocher un jour de ne pas être partial sur ce contrôle, d'un côté ou de l'autre, trop amical ou inversement. Donc, moi, ça m'est déjà arrivé de contacter le comité, de leur demander leur avis. Et des fois, ils m'ont assuré. Puis des fois, au contraire, ils m'ont dit il vaudrait peut-être mieux que tu te récuses. Il n'y a pas de souci, je me suis récusée. On a 90 jours. Vous avez 90 jours avant qu'on planifie le contrôle, si je ne me trompe pas dans les délais. Merci. Sauf si vous nous demandez expressément, écoutez, moi, ça m'arrangerait parce que je pars au ski. Ouais, sachant qu'on ne lance pas franchement de contrôle sur la période fiscale. Non, mais ça, déjà, nous, on est aussi experts comptables, donc on ne va pas se mettre une balle dans le pied à venir vous contrôler en pleine période fiscale. Donc, on bloque aussi nos dates pour être nous-mêmes tranquilles. Et quand vous allez comprendre les délais que nous, on a à respecter, vous allez savoir qu'on tient beaucoup aussi aux dates dans lesquelles on va planifier un contrôle et d'autres, on va éviter. Donc, on a ces 90 jours. Une fois que le délai est passé, vous avez cette fabuleuse plateforme de communication pour le… Pourquoi tu rigoles ? Cette fameuse plateforme sur laquelle nous pouvons communiquer, échanger nos documents. Donc, on attend de vous des questionnaires qui sont des questionnaires horizontaux, alors qui sont adaptés en fonction de la taille de votre structure. C'est comme, non, peut-être pas comme le questionnaire. Non, pas au contrôle qualité. Pas au contrôle qualité. Donc, mais on a quand même des questionnaires qui sont adaptés. Donc, forcément, si vous êtes tout seul dans votre structure, vous n'aurez pas le même questionnaire que si vous êtes 2, 3, 10 experts, ou voire un big avec les 50 experts comptables. Forcément, ce n'est pas du tout le même questionnaire. On aura 1 à 2 questionnaires. Ces questionnaires, ils seront lus. Donc, s'il vous plaît, je le dis gentiment, remplissez-les bien. Parce que nous, derrière, on les lit vraiment. Vous avez des questionnaires à remplir. Vous avez à mettre tous les documents nécessaires à ce contrôle en amont. Donc, ça peut être le manuel, ça peut être des attestations de formation, ça peut être votre organigramme si vous avez un groupe, ça peut être énormément de documents qui nous servent, nous, en amont. Et plus vous nous donnez de l'information en amont, moins on vous mobilisera de temps dans votre cabinet. Tout à fait. Si j'ai bien compris, vous déplacez pas forcément. Alors, si. Ah Alors, bon ? moi, oui. Alors, vous avez 2 contrôles. Il y a le contrôle sur site et le contrôle hors site. Je ne sais pas si tu en as parlé du contrôle hors site. C'est plus marginal aujourd'hui. Oui, c'est marginal. Moi, je suis plus là pour le contrôle sur site. Et le contrôle sur site, en fait, il se prépare. On ne vient pas avec notre petit sourire, parce qu'on est tous très sympathiques malgré tout. Et on débarque comme ça en découvrant votre cabinet. Non, en fait, c'est un travail en amont. Nous, d'abord, on a pris le rendez-vous avec vous, on espère, via la plateforme. Quand vous avez le message. Sinon, on est obligé de passer le petit appel à l'ancienne. Et pourquoi on passe par une plateforme ? Parce qu'on considère que
tout ce qui est en matière de lab, c'est super confidentiel. Oui. Et on ne veut pas échanger par parliez, mail, on ne veut pas. On est Voilà. dans des histoires de On peut RGPD, pas en fait. Ouais, enfin, même Oui. au-delà du RGPD, c'est qu'il n'y ait pas de fuite d'informations sur la lab. Donc on préfère, on a une plateforme sécurisée qui est encore en cours de construction, on va dire. Point de suspension. Mais c'est quand même plus sûr que d'échanger des mails. Vous envoyez jamais une DS par mail. Hein. Ah non, non. Jamais. Le minimum d'informations avec votre contrôleur, de toute manière, par mail. Déclaration de soupçon. Je jargonne, mais c'est exprès. Donc, on essaie de communiquer au maximum via cette plateforme. Bon, forcément, quand on n'arrive pas à vous joindre via la plateforme, on passe notre petit appel et on essaye de planifier ce fameux rendez-vous. Une fois que vous avez déposé tous ces éléments, nous, on travaille en amont. Ça nous prend quelques heures quand même à prendre connaissance de votre cabinet, de votre portefeuille, quand vous avez bien répondu au questionnaire, parce qu'il y a aussi ce questionnaire que vous avez rempli. Si vous pouvez nous le mettre en annexe, d'ailleurs, ce serait bien de le demander dans les pièces, parce que nous, en tant que contrôleur, on n'a pas accès. Sinon, on a un questionnaire, il y a un onglet qui s'appelle annexe. J'en profite pour le dire parce que ça nous permet de préparer le contrôle. Et comme vient de le dire Florence, plus on prépare le contrôle, moins on vous prend de temps. Il dure combien de temps ce contrôle? Eh bien, ce contrôle prend une journée. Alors, et j'insiste, une journée en présence du confrère. Donc Aurélie, toi, tu as fait combien de contrôles ces 3 dernières années? Quarantaine, je crois. Une quarantaine de contrôles. Et il y avait cinquantaine. Ah ouais. Et il y avait des activités particulières? BTP? Ah, que le BTP en fait. Non, non. Tu es Madame BTP? Oh là là. Alors moi, franchement, quand j'arrive, la première chose que je regarde, c'est est-ce que vous avez du BTP et de la restauration rapide en général, je préfère. J'aime bien les fast-food, mais sans franchise. Quand c'est des franchises, c'est moins drôle. Mais non. Alors moi, la première chose que je demande justement pour mieux préparer le contrôle, c'est de m'envoyer. Alors tous les contrôleurs ne le font pas, mais beaucoup le font. Maintenant, pour préparer, c'est de m'envoyer carrément votre CRM avec certaines données que je demande. Parce que justement, c'est du temps que moi, je ne prends pas sur la journée de contrôle et qui va être juste dès que je vais arriver, la journée elle va se passer de cette manière. Moi, je prends un café. Voilà. Je discute. Ok, ça c'est cool. Ça, c'est cool. Je discute. Et comme je suis très bavarde, ça, c'est cool. La seule chose, c'est que vous allez discuter et je vais vous écouter. Ça peut être cool, ça peut être moins cool aussi pour vous. Et je vais prendre connaissance de l'activité, du cabinet. Je vais savoir comment le cabinet a été fait. Des fois, c'est le rachat de portefeuille. C'est différent de si c'est vous qui avez créé votre cabinet Inexilo. Et puis, ça peut être il y a 5 ans, ça peut être il y a 3 ans, ça peut être il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Vous avez peut-être fait intégrer un nouvel associé qui est venu avec son nouveau portefeuille. Ça peut être beaucoup de choses comme ça. Moi, je le note, en fait. Je note. Et une fois qu'on a fait tout ça, je redescends avec vous le questionnaire horizontal, les 2 questionnaires horizontaux, celui qui vous est dédié et celui qui est dédié au cabinet. Et là, j'ai peut-être pris des petites notes. J'ai dit, tiens, il m'a écrit qu'il a fait une formation. Bah, super, mais j'ai pas vu l'attestation. Tiens, est-ce que vous avez fait quelle formation? Ah oui, en fait, c'était lors d'un séminaire. C'était pour qu'est-ce qu'on m'avait sorti une fois? Des assureurs. J'ai dit, ben ouais, mais pour les experts comptables. Ah non, j'ai pas fait de formation. D'accord. OK, mais c'est pas la même chose en fait. Ils sont peut-être assujettis, les courtiers, mais nous, on n'a pas la même norme. Je dis: «Bon OK, donc faudra peut-être faire une formation dessus». Voilà, il y a plein de choses comme ça que je redescends et je découvre, que le questionnaire n'a pas du tout été rempli. En fait, il a été très, très mal rempli et donc je prends mes petites notes. Ensuite de ça, j'ai sélectionné via le CRM des petites activités parce que quand j'ai demandé le CRM, j'ai demandé l'activité, le chiffre d'affaires et je me base sur l'ARPEC qu'on connaît très bien maintenant. Et Alors l'ARPEC, je ne sais pas si tout le monde connaît très bien. Pardon. L'analyse des risques de la profession d'expertise comptable, merci, qui a été rédigée en 2019 maintenant et qui, normalement, tous les experts comptables doivent avoir avec la NP Lab au sein du cabinet. Sinon, vous l'avez. C'est un livre de chevet. Ouais, et très bien écrit. J'aime beaucoup la dernière partie surtout. Et donc, vous devez au moins l'avoir au cabinet. Si vous ne l'avez pas en version papier, de toute manière, vous pouvez la consulter sur Compte Expert, Réflexlab. Voilà. Donc, moi, je l'ai et en version papier et sur ma table. Concrètement parlant, là, si j'ai envie de protéger ma pratique professionnelle, parce qu'il sert à ça, ce webinaire. Donc, j'ai des restaurants
Je me pose quelle question? Qu'est-ce que tu as vu un professionnel aussi prétentieux que moi qui pense qu'il n'a pas de risque et en fait il en avait. Il en avait. Alors déjà, si là, il y a quelque chose qu'il faut juste prouver à votre contrôleur, c'est que vous faites bien, enfin que vous faites votre travail et en général, on ne matérialise pas assez. Vous faites des contrôles, enfin je dis vous, mais j'en fais aussi, hein, je ne suis pas parfaite, hein. On fait des contrôles, mais on ne matérialise pas. Florence l'a dit et je pense que c'est un truc de CAC surtout, on dit: «Ce qui n'est pas écrit n'est pas fait». C'est pas que pour vous embêter, c'est pas que parce qu'on ne vous croit pas, c'est que c'est pour vous protéger. En fait, ce contrôle, il est pour vous. Moi, je le sens comme ça, c'est comme ça que je le vis, ce que je dis à mes confrères, on est là pour vous protéger. Qu'est-ce concrètement Un parlant, expert qu'est-ce qu'on matérialise pas et par qu'on exemple devrait matérialiser? J'ai un restaurant, par exemple, qu'est-ce que je fais? un restaurant, c'est juste quelques contrôles, qui me semblent être, par exemple, la masse salariale par rapport au chiffre d'affaires. Est-ce qu'elle est cohérente d'une année sur l'autre? C'est comme, disait Florence, si on a un chiffre d'affaires qui explose, mais que tu as pas, la masse salariale qui va pour le faire, surtout en ce moment, quand c'est que c'est fait difficile de recruter, dans ce secteur en particulier, c'est comment ils ont fait ce chiffre d'affaires? Ils ont fait plus de Uber, plus de Deliveroo, plus de trucs? Exactement. Oui, Donc alors tant là, mieux. on fait une petite note de Très bien. synthèse en marquant que l'augmentation du Chiffre chiffre d'affaires est due en fait à une nouvelle activité Voilà. qui est de vente à emporter. Voilà, Nanana. parfait. Très bien. Mais en général, dans l'assiette comptabilité, ils arrivent à distinguer, les lignes de produits à emporter de ceux qui font sur place. Oui. Il y a une question, non? Donc ça, c'est par exemple la restauration. Mais un truc, Bon, le un truc tout bâtiment, bête, là. tu vas avoir, mais des trucs bateaux qu'un confrère va laisser passer. Enfin, moi, je suis désolée, je l'ai vu, trop de fois, en fait, ces derniers temps. Et ça me fait moi, franchement, ça me fait mal au cœur de passer chez des je vais vous dire la vérité, quand je passe chez un confrère et que j'ai quelque chose qui ne va pas, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur pour le confrère. J'ai mal au cœur de passer. Moi, mon père est expert comptable. Voilà. Mon père est expert comptable. Moi, ça fait 15 ans qu'il exerce plus, mais mon père est expert comptable. Donc, je suis fille d'expert comptable. Je suis expert comptable parce que j'aime ce métier. Et quand je vais voir mes confrères, c'est vraiment par confraternité. Et quand je vois qu'il y a un défaut, il y a un défaut, quand ils se mettent en difficulté, quand ils laissent passer des choses, ça me fait. Mais il laisse passer quoi, par exemple? Une caisse, Nous, on veut un truc bateau, une du caisse. concret. Une caisse. Alors, la caisse, qu'est-ce qu'il faut faire? La caisse de cette personne qui me dit j'ai peur, enfin qui a dit au confrère, mais j'ai peur parce que c'est pour ça qu'on souriait tout à l'heure, mais j'en ai eu un, mais c'était pas 100 000 € le mien. J'ai pas confiance en la banque. Ben ok. Et donc le contrôle de caisse a été fait? Non. Ben oui, mais enfin c'est la moindre des choses, c'est de faire le contrôle de caisse. Je dis ok, il a pas confiance. Alors prouvez-moi que c'est bien du chiffre d'affaires qui a été déclaré et que ça n'a juste pas été Donc déposé. là, on a une caisse d'un commerçant à 40 000 € et le confrère a plus que 40. 100 000, 200 000 € Mmh. On dit qu'on a Bah, 200 000 j'ai eu € en un, espèces. je peux dire, je suis montée à une caisse, beaucoup plus, je sais pas si j'ai le droit de dire, mais j'ai eu un contrôle, j'ai eu une caisse plus excédentaire, pardon, Mais plus pourquoi on ne peut pas le dire? Elle ne dit explosive. pas le client. On va pas dire Je le nom du je client. peux pas dire le nom Évidemment. du confrère, mais Bah, je peux dire le cas? Évidemment qu'on peut le dire. J'ai un On reste confrère, anonyme. je suis arrivée, caisse de plus de 90 000 €. J'ai dit: «Waouh!» Alors j'ai été regarder N-1. Il y avait 10 000 € de moins. N-2, 10 000 €, 15 000 € de moins. Et en fait, ça faisait et j'ai dit: «Ça fait combien d'années que ce client est chez vous?» «Ça fait, 15 ans, 20 ans. J'ai pas de souci avec ce client». «Comme ça, vous avez pas de souci avec ce client?» «Oui, oui, je sais, il prend dans la caisse et il déclare pas». «Mais vous êtes sûr qu'il prend dans la caisse et il déclare pas ou vous êtes pas sûr et vous savez pas ce qu'il fait de cet argent?» «Ah, je sais pas, mon problème». Oui. «Oui, oui, pardon, je voulais dire qu'il y avait trop d'argent dans la caisse. C'était surtout ça que je voulais». Non, Non. mais c'est pas ça. C'est Il qu'en fait, prend on dans a la caisse. il prend, mais en fait, il n'y Il a pas de déclare contrôle pas. de caisse. Il y En a pas de fait, en contrôle de réalité, voilà, tu n'as pas Il y d'inventaire a de pas de contrôle caisse. de caisse, il y a pas d'inventaire. Oui, pas de contrôle de caisse, Pareil, pas d'inventaire de c'est pareil. caisse. Ça affiche sur les comptes 90 000 €. Ah bah non, mais ça Contributrice, on n'existe n'arrêterait pas. pas les comptes quand même. Ça n'existe pas, ça. Ouais, c'est ça. Non, mais là, c'était l'inverse. Mais enfin, quoi qu'il en soit, ça reste, un confrère qui a, peut-être 30 ans de cabinet, 40 ans de cabinet, que ça ne choquait pas et qui, ne se voit pas. Et quand j'ai voulu tenir la main, pour, Oui, expliquer. mais ça, dans les 50 contrôles, il n'y en a eu qu'un. Ah non. Ah non. Des- Non, mais des- c'est ça quand Ah, on a une question. Alors, oui, mais il faut un micro.
Alors, ce que vous expliquez là, en fait, c'est un risque certainement de blanchiment d'argent. Je ne sais pas. Enfin, voilà, bon, j'ai trop d'argent en caisse. Mais est-ce que ça me fait arriver à une déclaration de soupçon? Oui, Non, mais Oui. déjà, premièrement, il y a un non, soupçon. mais enfin, moi, si j'avais un client comme ça, je vais compter. Non, mais je vais compter. Il peut y avoir 90 000 euros dans la caisse. Et je lui dis, mais je veux les voir les billets. Non, mais Non, mais oui. ce client Non, n'a mais on pas, va n'a pas, compter. n'a pas de S'il n'y a pas de d'offre. caisse, là, Oui, ce que il y vous a un dites, ça, souci. c'est ce qu'on nous demande en cas de contrôle fiscal. On nous demande de justifier on nous demande les contrôleurs fiscaux nous dememandent mais les là, on est inspecteurs de hors fisc fiscal. demandent Non, à mais voir là- les 90 000 euros. Alors, Allez voir sur place. mission de présentation, cohérence et vraisemblance. Oui. Euh, C'est faux bilan, en fait. Une Oui, caisse. moi, dans ce genre de cas, j'atteste pas des comptes en fin de mission. Par contre, je demande aux clients Il y a un risque. Il y a un Non, mais soupçon. bon. Vous savez pas ce qu'elle est. En fait, le problème, c'est qu'on en a longuement discuté. Et pour tout vous dire de cette histoire, c'est que c'est la première fois pour ce dossier-là, pour un dossier, que j'ai pas pu rédiger mon rapport. Parce que pour vous expliquer, donc après le contrôle, comme pour aller jusqu'au bout, après je peux raconter le démarrage du contrôle, mais le détail du contrôle. Mais nous, après le contrôle, on a encore du travail derrière. On rédige un rapport provisoire qui est envoyé au confrère. Il a 45 jours pour nous répondre avec un contradictoire. Et après, on a un rapport définitif à rédiger. Le rapport provisoire, je l'ai rédigé. Je n'ai jamais pu aller jusqu'au définitif parce qu'on a eu un souci avec ce dossier où le confrère m'avait dit sur place qu'en fait, il ferait une déclaration de soupçon parce qu'il avait compris. Et quand j'attendais le contrôle de caisse, et quand 15 jours plus tard, j'avais donné une deadline, et quand je suis revenue, cette personne m'a dit « je ne vous ai jamais dit ça, c'est pas vrai, et tout va bien, je ne comprends pas de quoi vous parlez », et complètement dans le déni. J'étais et là, je vous avoue que vraiment, j'étais pas bien, et donc j'ai passé la balle au comité LAB qui, lui, est là justement pour Bon, quoi qu'il en trancher. soit, là, on sait quoi, c'est un recontrôle à un an. Demander. le recontrôle à un an, là, servira pas forcément Non, à je crois grand-chose. pas. En fait, ça va être une information à Tracfin. Quand un confrère refuse de faire une déclaration de soupçon et que dans un contrôle, on a vraiment des éléments qui vraiment font que nous, on pense qu'il aurait dû y en avoir une, nous, comité LAB, ben on fait une information à Tracfin. Ça ne s'appelle pas déclaration de soupçon, ça s'appelle information. Et quand on fait une information à Tracfin, on est obligé de prévenir le procureur en plus. Donc, c'est l'horreur. Voilà. Ouais. Alors, après, nous, on n'est pas juge. Donc, c'est comme dans toute déclaration de soupçon, on va donner des éléments, et puis c'est le juge, enfin, c'est Tracfin, puis le juge qui va dire s'il y a un problème ou pas. Mais nous, on est obligé d'agir. Hein. J'ai trois autres exemples de choses. On a eu des problèmes avec des boîtes qui faisaient de la ferraille. Parce qu'ils avaient de la ferraille dans leur compte sur lequel ils n'avaient pas de facture. Gênant quand même, enfin, du cuivre, vous voyez, du cuivre, de la ferrette, etc. Donc c'est quand même assez gênant. Alors il y a des déclarations fiscales normalement qu'on fait dans ces métiers-là. Pendant 6 mois, on a demandé aux confrères qu'ils nous produisent la déclaration fiscale. Ils ne l'ont pas produite. Donc je veux dire, on n'a pas de facture, on n'a pas les déclarations fiscales. Il ne répond pas à nos questions, on ne comprend pas les marges. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On a dit aux confrères, il faut que vous fassiez une déclaration de soupçon. Il ne veut pas. Bon, Là, concernant les risques, donc en bref, une caisse pléthorique, anormale, non justifiée. OK. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que tu as remarqué d'autre? Apport des mouvements de fonds des origines inconnues. Ah oui. Alimentation de comptes courants avec des origines inconnues. Et là, dans ce cas-là, le confrère est censé faire quoi? Demander l'origine des fonds. C'est la base, on va dire, de la NPLAB, c'est demander l'origine des fonds. J'ai eu fausse facture, soupçon de fausse facture. Il y a eu, oui, fausse facture, mais ça, le confrère. Alors, je vais rebondir sur ta question. C'est que toutes ces questions, c'est pour en revenir à comment se passe le contrôle. Le contrôle, comme vous l'avez compris, c'est qu'on vient, on vous pose des questions sur des dossiers précis qu'on a sélectionnés. On va pas, vous avez 90, 300, 400 dossiers parfois. On va pas, vous imaginez bien qu'on ne va pas regarder. Donc, comme je l'ai dit, je sélectionne quelques-uns. On va regarder de A à Z le dossier si vous respectez bien la NPLAB. La NPLAB, c'est de l'entrée en relation d'affaires jusqu'à la sortie, si malheureusement il y a.
Et l'entrée en relation d'affaires, il faut répéter que ça commence avant la signature de la lettre de mission. Donc, nous, on respecte tout ce que on essaie de contrôler par dossier, en fait. Il y a la théorie et la pratique. Tout ce que tu as cité, Florence, tout à l'heure, nous, on essaie de la voir appliquer dans vos dossiers. Je vous ai mis une petite liste de ce qu'on vérifiait dans un contrôle lab. En fait, c'est ni plus ni moins, on reprend les différentes obligations de la norme lab qui sont celles du code monétaire et financier, qui sont celles du GAFI, etc. Et puis on regarde point par point sur un dossier. Donc là, on et les a, descend. c'est ça. Analyse Ouais. de la relation d'affaires, le niveau de Le niveau risque, de risque. l'entrée en relation, vigilance renforcée, le traitement des opérations et les cas particuliers, PPE. Je crois qu'il y a pas mal de confrères qui se sont fait contrôler parce qu'ils avaient des Il y avait comptes des de TPE, campagne. par En exemple, fait, Les, les partis politiques et les comptes de campagne, vous êtes, c'est pour que vous en ayez automatiquement. plusieurs, vous êtes vainqueur aussi d'un Ouais. contrôle lab. Et quand on a effectivement pu voir tout cela, forcément, on a notre rapport à rédiger et à vous envoyer. Tu me posais la question par rapport aux activités. Voilà. Concrètement parlant, tu as contrôlé 50 dossiers. Tu nous as dit, donc là, a priori, la caisse pléthorique, c'était un point commun. Oui, après l'aération. Les apports de fonds sans justificatif, un autre point commun. Ça, c'est impératif. C'est quoi, Ça, c'est la base. c'est quoi le best five? Il y a un best five? Alors, j'ai eu pas d'identification du bénéficiaire effectif récemment, compliqué d'identifier, filiale qui a changé, le maire, Ah oui, oui. truc. Bah oui, mais Oui, ça c'est fait pas la partie de la pièce base. Oui, c'est pas la pièce d'identité du dirigeant, c'est qu'on ne Ah sait non, pas c'était le qui est le bénéficiaire bénéficiaire. effectif. Il y a une filiale, une filiale, d'une filiale, d'une filiale, et puis on est Compliqué. paumé. Voilà, Ouais, ça, ok. et ça, c'est la première chose à bien identifier. Après, dans les dossiers, effectivement, c'est les mouvements de fonds. Ça rentre sa part. Si vous avez un compte, alors c'est pour ça que la formation des collaborateurs, moi j'insiste souvent, et en général quand je pars et que ça pas, c'est la chose que j'ai remarqué, c'est que les collaborateurs n'ont pas été formés. J'ai presque envie de vous dire, ils sont plus importants que eux soient formés que nous. Parce que comme elle le disait, c'est que c'est eux qui sont à l'origine en fait de la comptabilité, et toutes les opérations atypiques en général, ce sont eux qui les voient et qui les remontent après aux confrères. Donc, par exemple, un compte de passage, nous, quand on passe le bilan, quand on fait le bilan, on ne le voit pas, il est soldé. Le 31 décembre, on valide, on n'a rien vu. Mais oui, mais si le collaborateur n'était pas venu nous dire ah, je ne comprends pas, j'ai un virement de 500 000 € et puis on m'a dit que c'était une erreur et du coup, j'ai soldé parce qu'il est reparti quelques jours plus tard. Oui, ok, mais il est venu d'où? Il part d'où? Ah tiens, c'est pas le même, hein, c'est pas le même bénéficiaire. Non, mais le client m'a dit que. Le client t'a dit que. Ben ouais, mais on va appeler le client. Et là, on passe dans la phase de clarification de l'opération atypique. Et on formalise la clarification de l'opération atypique. On a vu aussi récemment quelques activités assez croustillantes. Alors, on a vu un client, les honoraires, ça ne dépassait pas 5 000 €. Hein, donc, ce n'est pas le méga client du cabinet. En fait, il vendait des casques, mais des casques militaires, vous voyez. Je vous laisse deviner dans quel pays. Et ça, notre confrère, il n'avait pas du tout tilté sur le fait que vendre des casques en Géorgie ou au Kazakhstan, c'était quand même en ce moment un peu border. J'en ai un autre. Voilà, c'était le pompon, mais il a fallu vachement de temps pour qu'on arrive à avoir l'information que notre confrère. Pareil, c'est des honoraires à 1 200, 1 300 €. Donc, tout petit client. En fait, il vendait, tenez-vous bien, des drones. Des drones au Kazakhstan et en Kirghizie, des drones de loisirs, vous imaginez. Et en parlant avec le confrère, quand on a réussi à lui faire dire l'activité de son client, il a dit « Ah ouais, je ne l'avais pas vu comme ça ». Donc, il y a des choses aussi bêtes que ça. Au-delà des mouvements de fonds, où nos confrères ne se sont pas posé la question de savoir si ces activités-là étaient quand même super licites ou ne pouvaient pas être des détournements de trucs. Alors, j'en ai eu un aussi, c'était extraordinaire. C'était un client de nationalité iranienne qui sait très bien qu'il ne peut pas faire du commerce par une société française parce que c'est qui avait monté un super montage par l'Angleterre pour acheter des chevaux et les revendre en Iran. Enfin, des trucs. Voilà, c'est des choses bêtes comme ça. Alors, c'est pas forcément du blanchiment, mais ça peut être du contournement d'embargo, ça peut être du financement du terrorisme. Et c'est en parlant comme ça
avec nos confrères qu'on détecte des éléments à risque. Mais ça, c'est des clients à risque, c'est pas que des clients à blanchiment. Pour le grand classique, c'est effectivement l'argent qui arrive dans les comptes courants, on ne sait pas d'où ça vient. Hein. C'était vraiment les cas que nous pouvons tous rencontrer. J'attire l'attention aussi sur un point. Quand aujourd'hui, on est surtout sur des cabinets très digitalisés où on ne voit plus forcément les factures papier. Je pense qu'on est la majorité de plus en plus à être comme ça. Bientôt, on aura facture électronique, on n'a plus ce problème-là. Moi, je serais d'avis de temps en temps de jeter un coup d'œil sur vos factures originales. Pour l'avoir vu, il y a des factures qui sont des fausses factures en fait, qui sont payées par chèque. Donc moi, il y a quelques critères. Les chèques, vous savez très bien, c'est comme les espèces, c'est en voie de disparition. Donc si vous avez un magasin qui va se fournir chez certains grossistes et qui ne paye que par chèque, ça peut vous paraître normal, mais bizarrement, parfois, c'est arrivé que en fait cette facture, elle avait été falsifiée, que c'était pas lui. On a découvert ça en fait. Je dis ça parce qu'en fait, moi, alors là, c'est mon expérience personnelle. Vous avez la facture qui est, quand vous voyez leur facture originale, il y a un autocollant dessus. Alors des fois, vous dites, certains fournisseurs vous mettent un autocollant. Bon, quand on fait une circularisation, on voit pas que c'est le même client. Et en fait, défecter le chèque, vous ne savez pas qu'ils ont été émis. La facture, c'est une fausse facture. Donc là, c'était potentiellement, je dis potentiellement parce que nous ne sommes pas des enquêteurs, nous ne savons pas, ce n'est pas notre rôle, mais potentiellement, ça peut être une fraude, et notamment du blanchiment. Hein, donc tous les mouvements de compte courant ou tout l'argent qui rentre dans la société dont on ne sait pas très bien d'où il vient, ça c'est probablement le numéro 1 dans le palmarès. Le numéro 2, je pense que c'est effectivement les fausses factures. Le numéro 3, c'est les activités bizarroïdes où on n'avait pas percuté que ça pouvait être des activités frauduleuses. Et après, c'est assez disséminé. On a vu effectivement des caisses lourdement débitrices. Alors, on a des problèmes avec les véhicules d'occasion qui ne sont pas justifiés, les mouvements sur les véhicules d'occasion qui ne sont pas justifiés. On a des problèmes, je vous dis, sur des métaux non ferreux. On a eu des problèmes aussi avec des bijoutiers, sur l'or. Il n'y avait pas de comptabilité matière, donc on ne savait pas très bien ce qui rentrait, ce qui sortait. Et ça, voilà. Donc il n'y a pas de palmarès absolu, mais bon, le principal quand même, c'est entrer d'argent dans la société. Et moi, j'invite vraiment à ceux qui ne l'ont pas lu, au moins de lire le sommaire de l'ARPEC. On sourit quand on en parle, mais vraiment, certains pensent que ça va faire encore une bibliothèque qui va être remplie dans le cabinet et encore une norme et encore. Non, ce n'est pas une norme, c'est un outil d'aide à l'analyse des risques de votre cabinet. Donc, si vous n'avez pas le temps de lire, il n'y a pas de souci, c'est compréhensible. Ça a été rédigé pour que le sommaire soit attirant, j'ai envie de dire, pour une partie, au moins que vous puissiez voir s'il y a des activités dans lesquelles vous vous reconnaissez et vous allez, en lisant ces activités, vous allez peut-être pouvoir attirer l'attention de vos collaborateurs sur certains points de vigilance quand vous aurez estimé qu'effectivement, ce sont potentiellement des activités à risque élevé avec une vigilance renforcée. À l'issue de tes contrôles, est-ce qu'il y a des confrères qui ont fait des déclarations de soupçons? Oui, j'en ai plusieurs. Et la bonne surprise, j'ai envie de dire, c'est quand j'ai des confrères qui m'attendent, en fait. Je ne sais pas, ça devrait être une bonne ou une mauvaise surprise, mais moi, je prends ça plutôt bien parce que je me dis que s'il n'y avait pas eu de contrôle, peut-être qu'ils ne se seraient pas posé la question. Enfin, peut-être qu'ils n'auraient pas voulu le faire ou peut-être qu'ils ils auraient peut-être fui la déclaration de soupçon ou fait l'autruche. Et le fait qu'il y ait des contrôles, je pense que ça responsabilise certains, malgré tout, il faut le dire. Donc, c'est peut-être le côté un peu moins confraternel du contrôle. Moi, ça m'est arrivé une fois de rester chez un confrère jusqu'à 21h. Et de l'aider à la faire, sa déclaration de Jusqu'à 21h. On a rédigé 2 déclarations. Alors, j'ai des petites questions. Je n'avais pas vu qu'il y en avait encore. Parce qu'il nous reste 53 secondes. Donc, on va être super, méga rapide. Le registre des bénéficiaires effectifs doit-il être présent dans tous les dossiers clients? À compter du 1er février 2021 et chaque fois que ça change. OK, oui. Avons-nous le droit d'interrompre la mission peu avant la date de clôture? Oui. Le client qui donne aucune pièce, qui ne répond pas aux relances, Oui. etc. Oui. OK.
Attention, la formation 217 n'est pas à jour pour les collaborateurs. En tout cas, c'est ce que disait l'animateur de la formation là pour les experts comptables. Elles sont à jour. Elles Je sont crois à que c'est la jour. 213, non? Voilà. Alors, Voilà, tout est toutes à les jour. formations seraient à jour désormais. Dans la partie B du questionnaire Lab, où doit-on renseigner les heures d'animation de formation? Autre. Autre, OK. En fonction support ou en autre situation? Autre situation. Autre. OK. Dans quel questionnaire Lab il y a la question suivante? D3-4, votre portefeuille client hors commissariat au compte comprend-il des dossiers localisés dans un drôme ou une com alors que vous-même n'êtes pas inscrite dans ce drôme ou cette com? Pourquoi cette question? Qu'est-ce qui est recherché? Ce qui est recherché, c'est un confrère qui a un cabinet, allez, on va dire aux Antilles, c'est pas pour stigmatiser les Antilles, et qui est basé en Île-de-France et qui n'y va jamais aux Antilles et qui est en train de se faire instrumentaliser par un illégal aux Antilles et qui, comme il ne connaît pas le tissu local, il y a beaucoup plus de risques qu'il se fasse embarquer sur des dossiers à blanchiment. Donc, c'est un critère de risque. Hein, ce n'est pas une interdiction, c'est un critère de risque. Quand vous exercez dans votre domaine géographique, il y a beaucoup moins de risques que quand vous exercez dans des régions que vous ne connaissez pas. Alors, D5-9. Cession de terres, viticoles, châteaux, négociants en vin ou spiritueux à des sociétés ou ressortissants de pays où des fortunes importantes et récentes se sont constituées à la suite de changements politiques et économiques. Pourquoi cette question? Qu'est-ce qui est recherché? Les Chinois. Non, mais je ne peux pas l'écrire, hein, donc je ne l'écrirai jamais. Mais tu sais que tu es filmé. Hein. Oui, mais c'est pas grave, Okay. je peux le dire, je nierai l'avoir dit. Non, en fait, il y a un certain nombre d'investisseurs chinois, on a vu aussi des Géorgiens, on a vu des Russes, maintenant c'est un peu passé. Et c'est quoi le problème? C'est qu'en fait, ils achètent le vignoble très très cher, ils prennent l'étiquette, ils vont produire des faux vins en Chine ou en Géorgie, sur lesquels ils mettent l'étiquette française. Donc c'est de la fraude. Mais donc là, on est expert comptable. Oui. D'un vignoble oui. qui vient de se faire acheter par les Chinois, on démissionne direct. Bah non, mais d'où vient l'argent? D'où vient l'argent des Chinois? Et comment on peut savoir? Ah ben voilà, comment on peut savoir? Yes, mais j'aurais pas aimé être l'expert comptable de l'aéroport de Toulouse. Ok. Non mais on peut pas savoir. Et encore une fois, nous ne sommes pas policiers, mais il faut quand même juste essayer de comprendre un tout petit peu. Après, si c'est non, ça vous court. C'est de se poser la question, c'est d'essayer de réfléchir, de savoir si vraiment on a un risque ou pas. Si votre chinois, vous le trouvez partout sur Internet comme ayant fait fortune dans la promotion immobilière en Chine, vous avez moins de risques que quelqu'un que vous ne trouvez nulle part, sur lequel vous n'avez aucune information. Là, c'est quand même, il faut se poser la question de savoir d'où vient l'argent. Parce que je vous rappelle qu'en matière de lab, si on ne sait pas, on a un doute. C'est pas si on sait que c'est frauduleux, on doit faire une déclaration de soupçon. C'est à partir du moment où on ne sait pas d'où vient l'argent, on devrait faire une déclaration de soupçon. Alors justement, c'est ma question d'après. Comment se matérialise la demande de justification de l'origine des fonds? On commence par poser la question. Enfin, Tu veux pas prendre un micro, Pascal? Non, elle veut pas. Ok. Si, elle veut bien, elle veut bien. Par exemple, pour les tabacs, vous voyez tous que les tabacs Aveyronnais, Auvergnats sont rachetés par des Chinois. Le modèle de financement des Chinois, c'est des tontines. C'est-à-dire que on ne sait pas bien d'où vient l'argent. J'en ai pas dans ma clientèle, mais quand je fais du contrôle qualité, il y en a régulièrement. Les professionnels qui ont ce type de structure, à partir du moment, et c'est ce qu'on m'a répondu, et j'ai trouvé la remarque du confrère très pertinente, à partir du moment où le notaire a enregistré l'acte de cession, je veux dire, c'est lui qui a dû faire la déclaration de soupçon. Pas forcément. C'est comme si vous disiez la banque aussi, elle a dû faire une déclaration de soupçon. Voilà. Oui, mais vous n'êtes pardon, je suis désolée. Le fait qu'une autre profession soit intervenue à une opération ne nous dispense pas de faire quoi que ce soit. Puis rien ne dit qu'ils l'ont fait. Rien. Nous ne pouvons pas être couverts parce qu'il y a une banque dans le système. C'est une question de gestion peut-être, mais un notaire, normalement, fait des actes authentiques. Oui, mais on n'est pas couvert pour autant.
vous n'êtes On n'est pas pas couvert couvert. pour autant. Ah, je vous le Mais garantis. donc, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On fait une déclaration de soupçon? Enfin, Si vraiment vous n'arrivez pas à comprendre d'où vient l'argent, oui. Enfin, je vous rassure, normalement, sur ce type de clientèle, ils prennent plutôt des cabinets ethniques. Hein, donc, on en a assez peu dans nos cabinets. Alors, existe-t-il un mais manuel de procédure? si s'ils prennent des cabinets ethniques, les cabinets ethniques sont contrôlés et sont dans Ah le oui, contrôle complètement, Comme, c'est public. comme expert les autres. comptable. Hein. Donc, Mais enfin, il y en a beaucoup que tu connais dans l'exercice illégal. Dans le risque. Non, Ah non, mais il y a un vrai il y a- danger. Il y a un vrai, on va bientôt arrêter, mais il y a un vrai danger pour les jeunes confrères qui débutent, qui s'installent ex nihilo, qui sont parfois approchés par des illégaux. Et il est vrai que ces illégaux ont parfois des clientèles ethniques où l'expert comptable ne parle pas la langue. Et il se retrouve donc à être expert comptable d'une structure où il a embauché un illégal qui arrive miraculeusement avec 100, 200, 300 clients et le confrère ne peut rien contrôler du tout. Et ça, c'est de la couverture d'exercice illégal. On a eu un drame il y a quelques années, un confrère de province qui a acheté un cabinet parisien. Et c'était quoi le drame? C'est que c'était une clientèle ethnique. Il y avait des salons de massage. Le confrère a passé 48 heures en garde à vue pour proxénétisme. Il n'a pas pu rencontrer les clients, il n'a pas pu voir ce que c'était, il n'était même pas au courant en fait qu'il était expert comptable d'activité de prostitution. Donc, c'est très compliqué pour les jeunes confrères. Là, ce n'était pas du tout le cas, parce que là, c'est l'histoire de Chinois, d'achat de vignobles, il y a beaucoup de fonds, et donc ça peut être évidemment, mais on se pose la question, ça sert à ça à sur Paris, je pense webinaire. qu'on n'est Il pas faut beaucoup dire de aux clients. confrères, vous démissionnez. Non, pas forcément. Non, pas forcément. Mais se poser la question de l'origine des fonds. Et le confrère pourrait éventuellement peut-être acheter le notaire s'il y a eu un acte notarié. Parce que normalement, les notaires ont l'obligation de contrôler l'origine des fonds. Bon, il serait dommage de ne pas faire l'économie de cette recherche. Alors après, on est expert comptable spécialisé dans les vignobles, on connaît le milieu, c'est peut-être plus facile parce que c'est quand même une activité particulière, les vignobles, plus facile de savoir l'origine de cet étranger-là. Est-ce que c'est normal, c'est pas normal? Est-ce qu'il s'y connaît? Est-ce qu'il est connu dans le milieu, etc. Il y a quand même des activités spécifiques où on doit se poser des questions. Manuel de procédure, oui, vous avez un exemple de manuel de procédure dans le Cap Performance et dans MyLab. Alors là, je ne comprends pas la question. Avec toutes ces normes, l'expert comptable n'a plus le temps de faire son travail de conseil. Bien évidemment que si, les normes sont assez light quand même. On vous demande simplement de formaliser un petit peu à l'acceptation du dossier, d'avoir la pièce d'identité du client et les bénéficiaires effectifs. En gros, c'est à peu près ça. Et vous avez un manuel procédure. Si vous avez des collaborateurs, le manuel procédure protège votre pratique. Bien évidemment, dans le manuel de procédure, il y aura des chapitres importants qui sont les sauvegardes informatiques, la cybersécurité de votre cabinet, des histoires de mots de passe et bien évidemment les procédures lab. Et au moment de parler lab avec votre collaborateur, qui a les mains dans le cambouis, c'est lui qui les voit, les factures, etc. Ça vous permettra d'échanger avec lui et quand vous avez un nouveau collaborateur qui arrive au cabinet, vous lui donnez le manuel du cabinet et il en prend connaissance. On est très. Alors là, on me dit, je cherche désespérément le questionnaire Lab. On redit, on le trouve pour la dernière fois. Site du Conseil national de l'ordre. Oui, en haut à droite. En haut à droite. Ah, à droite ou à gauche? Non, en haut à droite d'abord. Ouais. Mon compte non, c'est pas mon compte expert. Compte expert MyLab. Voilà. En fait, il faut trouver l'onglet MyLab. Si jamais vous avez un souci, on va vous l'envoyer par mail.
On pourra le mettre peut-être dans le diaporama. La mise à jour de l'ARPEC est prévue. On vous a déjà répondu. J'ai répondu à toutes les questions. Excusez-moi, je n'ai pas vu qu'il y en avait autant. Une personne a mis le lien pour le questionnaire. Ah, voilà, on vous a mis le lien. Julien a mis le lien pour le questionnaire, si vous le souhaitez. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Vous étiez très, très, très nombreux à vous être inscrits, à nous suivre. Merci à vous. Pour ceux qui sont sur place, eh ben, il y a un petit verre de la confraternité qui vous attendent. C'est toujours un plaisir de vous recevoir et ces thèmes régaliens attirent toujours autant de monde et on est là pour ça. Merci beaucoup et bonnes vacances à ceux que je ne reverrai pas avant. Et on se retrouve aux universités d'été les 5, 6, 7 septembre. Porte-maillot en super forme et très bronzé. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.